Bonjour à tous et toutes, voici maintenant la partie de compilation numéro 7. Aujourd'hui je vais parler d'allocation de registres et d'analyse dataflow. Donc on est toujours dans la phase de production de code qu'on veut plus intelligente que le code dirigé par la syntaxe. À ce stade-là, on a généré un graphe de flow de contrôle qui nous fournit des basic blocks et on a éventuellement optimisé les basic blocks en prenant en compte la pression registre à l'intérieur d'un basic block et les instructions disponibles dans notre machine cible. Donc, qu'est-ce que l'allocation de registre? Alors, l'allocation de registre, ça sert à fournir une allocation à mes registres temporaires de mon programme. Au stade où j'en suis, dans mes blocs de mon graphe de flow de contrôle, j'ai du code 3 adresses qui contient des adresses sous forme de registres temporaires, temp 0, temp 1, temp 2, temp 3. Il s'agit maintenant de trouver une allocation, de préférence pas trop triviale, à mes temporaires. Donc les temporaires peuvent être stockés en registre ou en mémoire. Donc on va essayer de favoriser évidemment les temporaires qui sont mappés vers des registres physiques de ma machine. Néanmoins, même si les registres sont potentiellement en grand nombre, 32 ou 64 dans une machine, cela va souvent pas suffire et le reste de ces temporaires va être alloué en mémoire. Un allocateur de registre, un bon allocateur de registre, essaye de garder au maximum un nombre de temporaires qui va fitter dans les registres physiques de la machine. Il est important de noter que l'allocation de registre, c'est vraiment une étape cruciale dans la production d'un compilateur, et donc c'est encore un domaine de recherche très pléthorique en publication et en nouveaux algorithmes. Quel va donc être le comportement de notre allocateur de registre? En entrée, on va prendre un graphe de flow de contrôle qui contient des blocs de base, et ces blocs de base sont écrits en straight line code, donc en code tout droit, avec du code des instructions 3 adresses. Et ils font appel à des pseudo-registres, c'est-à-dire les temporaires. En sortie, on va produire le même graphe de flow de contrôle, mais sans les pseudo-registres, en essayant de remplacer au maximum ces pseudo-registres par des registres physiques. Et si on n'y arrive pas, on va ce qu'on appelle spiler, un grand anglicisme, c'est-à-dire allouer une place en mémoire. Idéalement, on aimerait bien que toutes les copies arrivent au même endroit et supprimer les copies inutiles. On peut aussi rajouter lors de cet allocateur de registre des contraintes supplémentaires pour dire que tel et tel registre sont alloués à telle et telle variable. Donc on ne va pas le faire, mais ça existe pas mal dans la littérature, notamment lorsqu'on a une machine physique qui contient des instructions dans lesquelles on passe des paramètres en les copiant dans des registres physiques particuliers. Comment on va donc faire cette allocation de registre? Donc la remarque clé pour l'allocation de registre consiste à voir que deux variables, c'est-à-dire deux pseudo-registres ou deux temporaires, qui sont vivants en même temps, ne peuvent pas être stockés dans le même registre physique, que ce soit, ou ne peuvent pas être stockés dans deux parties de la mémoire qui sont identiques. Voilà, donc c'est la remarque clé, puisque si on arrive à prouver que deux pseudo-registres, deux variables, ne sont pas vivantes en même temps, on va pouvoir leur assigner la même place physique. Alors il y a un petit drame, c'est que l'allocation de registre est NP complet si on regarde le programme général, de prendre un graphe de flow de contrôle et d'allouer le minimum de registres physiques à mes registres temporaires. Donc le théorème est le suivant, si j'ai un programme P et K registres généraux, est-ce qu'il existe une allocation de registres qui tient en moins de K registres physiques?
Attention, il faut que ça corresponde à une allocation de registre sûre, c'est-à-dire que les variables sont vivantes. Quand deux variables sont vivantes en même temps, elles n'apparaissent pas dans des registres physiques identiques. On rajoute la petite hypothèse numéro 1 qui est qu'une variable est assignée à un unique registre au long de sa vie complète. Donc c'est un théorème connu du fait que ce problème-là est NP complet. Et comment cette preuve a été faite? Elle a été faite par réduction à partir du problème de coloriage de graphes. Donc, comme ce problème est NP complet, on va le résoudre en utilisant une série d'heuristiques qui vont nous rendre en pratique l'implémentation de cette allocation de registres presque linéaire. On verra. Donc, cette allocation de registre va se faire en 3 étapes. Dans un premier temps, on va répondre à la question quand est-ce qu'une valeur est strictement nécessaire ou quand est-ce qu'une valeur est encore nécessaire pour la suite de mon calcul. Fort de cette information, on va construire une représentation, une structure de données interne en mémoire qui s'appellera le graphe d'interférence et qui va encoder les éventuels conflits entre des variables qui sont vivantes en même temps. Ensuite, on coloriera ce graphe et ça nous fournira une allocation de registre. Donc dans la partie 2 que je ne vais pas faire dans cette vidéo, on fera l'exemple de l'analyse de durée de vie des variables qui nous donne une information que je vais récupérer là tout de suite pour la section 3. Dans la suite de cette vidéo, je vais donc faire l'hypothèse que l'on a récupéré une analyse Dataflow qui nous donne l'ensemble des durées de vie des variables du programme. Concrètement, qu'est-ce que ça nous donne à la fin de cette analyse de durée de vie des variables? À la fin de l'analyse Dataflow de variables vivantes ou de liveness, on obtient des durées de vie pour chacun des temporaires. Donc ici, j'ai un exemple de programme qui ne contient pas de test, mais dans l'absolu, on peut avoir des tests, bien sûr. Et on a ici la sortie décrite en noir de l'analyse de variables vivantes. Donc comment on lit ce schéma? On lit ce schéma en disant qu'il y a une croix ou une case remplie si le temporaire est vivant en entrée de la ligne ici. Donc ici, par exemple, temp1 est vivant en entrée de la ligne ici, parce que la valeur temp1 est utilisée par la suite. Donc, la valeur qui est dans temp1, moralement, doit être stockée et propagée sans être écrasée tout au long de ces petites cases qui sont pleines. De même, la valeur temporaire temp2 est vivante en entrée de cette case, puisqu'elle est utilisée la ligne après. Donc, cette valeur temporaire temp2 a une durée de vie de 2 slots. Après l'exécution de cette affectation, de ce add, temp2 n'est plus vivant, donc on n'a plus cette information ici de case pleine. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que si on a l'information de variables vivantes, alors deux variables qui sont cochées sur la même ligne sont vivantes en même temps. Par exemple, temp1 et temp2 sont vivantes en même temps. On a donc l'impossibilité de mettre temp1 et temp2 à la même place physique, que ce soit en registre ou en mémoire. On dit alors que temp1 est en conflit avec temp2 et on le note comme ça. Une fois qu'on a cette information de conflit, on est capable de définir un graphe de conflit, tel que donc, ce graphe a les caractéristiques suivantes. Chacun des nœuds du graphe est un temporaire. Donc ici, A, B, C, D, E sont des temporaires. Et si l'analyse précédente nous a donné un conflit, alors on trace une droite entre les deux temporaires correspondants. Et qu'est-ce qu'on veut finalement? On veut générer une allocation en registre ou en mémoire qui est correcte vis-à-vis de ce graphe d'interférence ou ce graphe de conflit. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a ici un conflit entre deux temporaires, et bien ces temporaires ne vont pas
être alloués au même endroit. Donc c'est un problème qui est assez classique et qui, on le voit bien, peut s'apparenter à l'algorithme classique, au problème classique de coloriage de graphes. Et je vais prendre comme exemple ce graphe ici, qui est obtenu après analyse des variables vivantes de ce graphe de flow de contrôle ici. Donc à partir de maintenant, on oublie le graphe de flow de contrôle et on se concentre sur ce graphe des conflits ici, dans lequel on va considérer que toutes les variables sont des temporaires comme des autres, donc R1, R2, R3, C, B, etc., sont des temporaires qu'il s'agit d'allouer en registre ou en mémoire. Le problème de la coloration d'un graphe avec un nombre minimum de couleurs est NP complet, donc on va proposer dans notre compilateur une heuristique pour colorier. J'ai choisi ici de vous montrer une heuristique basée sur l'algorithme de simplification de Kempe. On aurait pu prendre n'importe quelle autre heuristique. Que dit la proposition? Elle dit la chose suivante: si un graphe contient un nœud avec moins de grands K voisins, donc là on essaye de colorier avec K personne, avec K couleur, donc si un graphe contient un nœud avec moins de K voisins, alors je peux enlever le nœud M et essayer de colorier le graphe obtenu. Si j'arrive à colorier le graphe obtenu, étant donné que M a moins de K voisins, je pourrais colorier le graphe en considérant M avec les K couleurs proposées. Ça nous donne un algorithme d'écrivation informel ici. Je prends un nœud de plus bas degré, je l'enlève, et je continue jusqu'à ce que je trouve un graphe qui est coloriable, et après je reviens en rajoutant un par un les nœuds que j'ai enlevés. Sur le graphe que je vous ai donné, je vais montrer la première phase qui consiste à supprimer du graphe les arêtes de plus bas degré. Donc ici, cet exemple est à lire en ligne. Donc si je considère ce graphe, un nœud de plus bas degré est R3, parce qu'il a un degré 2. Donc je mets cette R3 dans une pile, et je supprime les arêtes inférentes. Une fois que j'ai ce graphe qui a été modifié, je vais regarder les nœuds de plus bas degré. On va prendre R1, puisque R1 est encore ici de degré 2. J'enlève les arêtes afférentes, et je regarde le nœud de plus bas degré, R2 aussi, puis E, puis C, puis B, puis D, puis A, puis D. Et à chaque fois que j'enlève un nœud, en même temps que j'enlève les arêtes inférentes, je mets ce nœud sur une structure de données pile. Si par hasard il y a deux nœuds qui ont le même degré, je choisis le nœud le plus faible par ordre alphabétique. Donc en fait j'ai un label des nœuds et un ordre sur les labels des nœuds. Maintenant que j'ai obtenu cette pile, croyez-moi, c'est la pile de l'exemple précédent, je vais essayer de colorier ce graphe en commençant par D. Donc pourquoi je vais essayer de commencer par D? Parce que moralement, c'est le nœud qui contraint le plus le coloriage. Donc je vais d'abord essayer de colorier le graphe en assignant une couleur au nœud le plus contraint. C'est parti. Attention, maintenant, on lit par colonne. Je vais numéroter par simplicité les couleurs ici. Donc vert c'est 1, rouge c'est 2, bleu c'est 3 et jaune c'est 4. J'ai mon graphe initial que j'ai récupéré et la pile que j'ai obtenue en simplifiant avec mon heuristique de degré. Piquons D en haut de la pile. J'essaye de colorier D avec la couleur la plus faible, vert. Ça fonctionne, puisque D est pour l'instant le seul nœud colorié. Je regarde en haut de la pile, le nouveau candidat à être colorié, c'est le nœud A. Donc je vais essayer de colorier le nœud A, et je vais tester la première couleur. Est-ce que je peux colorier A en vert? Non, puisqu'il est adjacent, puisque c'est un voisin de D. Est-ce que je peux colorier A dans la deuxième couleur rouge? Oui. Passons maintenant à la deuxième colonne ici. Le nœud en haut de pile est B, j'essaye de colorier B. Je ne peux colorier B avec vert,
puisqu'il est voisin de D. Je ne peux colorier B en rouge, puisqu'il est voisin de A. Et je peux colorier B en bleu. Je continue, ainsi de suite, et je vous laisserai continuer tout seul dans la vidéo. Et après, le dessin est à prendre en ligne. Si on continue jusqu'au bout, on voit que cet exemple est particulièrement bien choisi pour le colorier de 4 couleurs. Donc si le nombre de registres physiques est supérieur ou égal à 4, alors je vais réussir à mettre tout le monde dans des registres physiques différents et des vrais registres physiques de ma machine. Donc, par exemple, je peux considérer que ma couleur verte va dans le registre physique T0, ma couleur rouge va dans le registre physique T1, ma couleur bleue va dans le registre physique T3 et ma couleur jaune va dans le registre physique T4. Il n'y a aucun problème maintenant à remplacer chacune des occurrences des temporaires par le registre physique correspondant. Que se passe-t-il maintenant si le graphe n'est pas coloriable? Ou si on n'arrive pas à colorier le graphe? Donc l'ensemble des variables qui ne sont pas coloriées sont appelées pseudo-registres. Et l'idée, c'est de mettre ces pseudo-registres en mémoire. La possibilité numéro 1 est de découper la variable en 2 temporaires en modifiant la définition et l'usage de la variable en 2 façons. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va tuer le live range, donc l'intervalle de durée de vie de la variable, et ainsi générer moins de conflits potentiels dans le graphe des conflits. Donc ce qui va se passer aussi, c'est qu'en générant moins de conflits dans le graphe, il est possible qu'en relançant l'algorithme de coloriage, vu qu'il y a moins de conflits, ça se passe mieux et que ça rende possible de trouver une coloration pour satisfaire tout le monde, et en particulier pour satisfaire TAMP51 et TAMP52. La deuxième solution consiste à lancer l'algorithme de coloration avec un nombre infini de couleurs. Donc, la sortie du graphe sera forcément une coloration valide. Et ensuite, prendre les premières couleurs comme étant des couleurs associées à des registres physiques et les couleurs d'après comme des couleurs associées à des cases mémoire. L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'on a besoin de quelques registres supplémentaires pour faire les loads et les stores à partir des variables qui font du spinning, et donc c'est moins efficace que l'algorithme précédent qui s'appelle Iterative Register Coloring. Cela dit, il est plus facile d'implémenter cette solution, et donc c'est celle qu'on fera en TP. Donc pour les variables qui sont spilées, et définitivement en mémoire, on va inventer des adresses physiques à partir du frame pointer. Pour la biblio, on pourra aussi se rapporter à des algorithmes qui s'appellent Linear Scan ou Iterative Register Coalescing, qui permettent de prendre en compte le fait qu'on a envie de mettre dans un même registre des variables qui sont liées par un move. Une autre propriété intéressante, c'est que certes, le coloriage de graphe avec un nombre minimum de couleurs est NP complet, mais contrairement à ce qu'a dit Chatine, l'allocation de registres n'est pas NP complète. Alors en fait, son résultat est juste, mais on peut faire un peu mieux, c'est-à-dire en relâchant une des hypothèses, donc je vous laisserai aller au transparent correspondant. Si notre programme a une certaine structure, donc notamment si notre programme est bien structuré, alors le graphe de flow de contrôle induit un graphe des conflits qui se trouve être cordal, pour lequel la coloration, elle, est polynomiale. C'est un important résultat qui montre qu'en fait, il faut faire très attention aux hypothèses sur lesquelles on dit que l'allocation de registre est NP complète, d'une part, et ce n'est pas qu'un seul résultat théorique, parce que cette démonstration, et ce qui en découle, a été utilisé pour effectivement générer des algorithmes d'allocation de registres qui sont en pratique plus performants. Pour finir, qu'est-ce qu'on vous demandera de faire en TP? On vous demandera de faire en TP une génération de code à partir de mini-C vers un fichier RISC-V qui utilise
cette allocation de registre par coloration de graphe et qui réalise autant que se peut une minimisation de l'empreinte mémoire. En résumé de cette partie 7 de cours, on a vu l'allocation de registre, le problème en lui-même. On a vu comment l'information de liveness, l'information de durée de vie des variables temporaires, nous donne la construction d'une structure de données intéressante qui est le graphe des conflits, sur lequel on peut réaliser et implémenter des heuristiques de coloration qui finalement nous donnent une allocation en registre et en mémoire beaucoup moins lourde que l'allocation précédente. Donc ça valait le coup de construire des représentations intermédiaires adaptées pour avoir finalement un code généré beaucoup plus performant. Donc ceci termine la partie compilation pour MIPS 08. À suivre pour CAP, la compilation des fonctions et toute la partie analyse de programme et extension de langage. À bientôt!